Bonjour tout le monde et bienvenue dans les rendez-vous de l'IMO. Si vous êtes ici, c'est que vous vous posez des questions sur l'immobilier et vous êtes au bon endroit. Quoi de mieux pour commencer cette série finalement que se poser la première question, celle de la primo-accession. Il faut savoir qu'en 2024, un acheteur sur 3 se lançait dans un projet de primo-accession, c'est-à-dire que c'était un premier achat immobilier. C'est une grande étape pour une personne, pour un couple, pour une famille. Et souvent, on ne sait pas trop par où commencer. L'objectif, c'est aujourd'hui de se tourner et de décrypter toutes ces informations et d'avoir les clés essentielles en se tournant vers nos experts du Crédit Agricole. Et donc aujourd'hui, nous avons avec nous Jennifer Reding, qui est conseillère patrimoniale, et Alan Cahouette, qui est directeur d'agence. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Pierre. Comment allez-vous ? Très bien. Très bien. Très bien. Alors du coup, commençons par le début. Vraiment la première question. Quand on veut acheter son premier bien, par où on commence ? Alors, globalement, il faut déjà savoir quel est le projet de vie. On va se poser plusieurs questions. Donc, on va déjà se poser la question de savoir ce qu'on veut. Si on achète une maison, un appartement à la campagne, en ville, dans le neuf, dans l'ancien. Savoir également qui achète et qui va y vivre. Si on achète seul, à plusieurs. En fonction, ça peut changer les choses, les aides. Également, se poser la question si le bien qu'on achète, est-ce qu'on va le conserver longtemps ou pas, en fonction de notre projet de vie, de notre famille, voilà. Est-ce que c'est un bien qu'on va garder ou revendre rapidement ? Ça, c'est des questions qu'on doit savoir dès le début. Qu'on doit essayer de se poser effectivement pour poser le cadre et choisir après son bien. Si on va peut-être pas acheter la même chose si on sait qu'on va revendre rapidement. Quand on est jeune, par exemple, des fois on achète un studio, il suffit qu'après on rencontre quelqu'un ou qu'on ait des enfants, on va pas pouvoir rester dedans. Projet de vie qui change tout à fait, ce qui est normal. Tout à fait. Et puis ensuite, donc il faut bien définir son budget et voir les aides possibles par rapport à cela. Et aller voir bien évidemment son conseiller bancaire pour estimer sa capacité d'emprunt. Est-ce qu'on se pose aussi le fameux débat du neuf ou de l'ancien, justement, et est-ce qu'il y a des choses qui changent entre les deux quand on construit ce projet ? Alors oui, c'est une vraie question. Le neuf ou l'ancien, il y a des grosses différences entre les deux types de biens. Le neuf va vous coûter un petit peu plus cher à l'achat. Par contre, vous aurez des frais de notaire réduits. C'est l'avantage du neuf. On aura aussi des performances énergétiques qui vont être bien meilleures sur le neuf, parce que ça va respecter la dernière réglementation énergétique. Et donc l'emprunteur, l'acquéreur final, aura quand même moins de frais pour se chauffer l'hiver ou se rafraîchir l'été. Dans l'ancien, à l'inverse, ça va coûter un peu moins cher. Par contre, il y aura des frais de notaire supérieurs. Il y a moins d'aide à ce niveau-là. Par contre, l'emprunteur, il aura peut-être des travaux à faire, donc il doit intégrer ça dans son budget. Parce que si le logement est assez ancien et avec une note de performance énergétique un peu dégradée, il va devoir faire des travaux de rénovation s'il ne veut pas avoir des factures d'énergie qui augmentent. Donc du coup, on a posé tout ce contexte pour se lancer dans son achat immobilier, mais finalement, combien de temps ça prend pour accéder à la propriété quand on est sur de la primo-accession ? Alors, le délai peut varier, mais généralement, c'est quand même un processus long et qui se déroule en plusieurs étapes. Donc, tout d'abord, il va y avoir la recherche du bien. En fonction de ce que l'on souhaite, nos critères, ça peut prendre plusieurs semaines à plusieurs mois. Et ça, vous le retrouvez, parce qu'on Crédit Agricole Île-de-France, on est donc sur la région plutôt Île-de-France. Alors, je sais que sur Paris, on va peut-être avoir peu de temps. Sur la région Île-de-France, est-ce qu'on a un peu plus de temps ? Vous avez vraiment des délais qui courent sur plusieurs mois dans la recherche des biens ? Oui, après, moi, ça dépend le client où il en est dans son projet, dans sa tête. Mais j'ai des clients qui sont pas pressés, qui commencent à regarder, donc ça met du temps. Et j'ai des clients qui savent déjà ce qu'ils veulent, c'est bien précis et qui arrivent à trouver rapidement. On peut facilement imaginer un client qui recherche une maison avec piscine dans Paris. Il aura des critères très précis, ça va être compliqué. Sur quelques mois, voire années. Et donc la recherche va être un peu plus longue ou ça va lui coûter plus cher. Voilà. Mais à l'inverse, s'il recherche un appartement dans l'ancien dans Paris, on peut facilement imaginer qu'il trouvera assez rapidement son bien. D'accord. Donc ça dépend finalement des critères précis, du marché, la tension qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande, et aussi la négociation finalement. Si on a une grosse négociation avec le vendeur, le temps que ces échanges offre contre offre, ce ping-pong finalement entre l'acquéreur et le vendeur, ça prend du temps. Je vois. Donc, premier point, la recherche du bien, qui peut prendre quelques semaines à plusieurs mois. Et ensuite, du coup ? Alors, une fois qu'on a trouvé notre bien, on va signer le compromis de vente. La proposition d'achat a été acceptée, on signe le compromis de vente. Ensuite, on va dire le délai moyen, c'est 2-3 mois pour aller chez le notaire et signer la vente finale. Alors du coup, je vois recherche du bien, ensuite signature du compromis de vente et on se tourne vers le financement.
Alors c'est marrant parce qu'en fonction des fois, j'ai l'impression qu'on passe tout du moins la projection financière avant la recherche du bien pour connaître sa capacité d'emprunt. Enfin, finalement, quel est le bon timing et à quel moment on doit se tourner justement vers la banque pour avoir sa capacité d'emprunt, une capacité qui soit sûre et qu'on sache quel est son budget finalement final. Est-ce que c'est après ou avant? Moi, je conseille toujours à mes clients de venir nous voir en amont pour estimer sa capacité d'emprunt, pour après aiguiller leur recherche. S'ils ont dans l'idée qu'ils veulent un bien qui coûte une certaine somme et qu'ils peuvent pas, que ça rentre pas dans le budget, ils seront déçus. La déception est présente, je comprends. Du coup, donc entre la recherche du bien, la remise des clés, on peut compter entre 6, 9 mois. Comme disait Jennifer, un projet bien préparé, quelque part, on gagne beaucoup de temps derrière. Alors finalement, si on a surestimé ses capacités d'emprunt, la recherche et l'obtention de crédit va être beaucoup plus compliquée, voire impossible, si c'était mal calibré dès le départ. Donc, je pense que ça passe avant tout par une bonne préparation de son projet, un bon calcul d'enveloppe. Et une fois qu'on a l'enveloppe, on cherche le bien. Une fois qu'on a le bien, on valide le financement avec la banque, avec toutes les démarches d'assurance et de justificatifs à fournir. La banque après éditera l'offre de prêt, puis après le parcours continue finalement jusqu'à la signature de l'acte authentique. Et comme disait Jennifer, en gros entre la signature du compromis et la signature finale. En moyenne, c'est les 3 mois, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Voilà. Comment on sait combien on peut emprunter sans se mettre en difficulté financière? Alors c'est un très bon point. Comment savoir que c'est vraiment le cœur, vraiment le cœur du sujet. Comment savoir comment emprunter? Alors quand le client, le candidat à la primo-accession va venir nous voir pour étudier son projet, on va déjà commencer à regarder ses revenus et ses charges. Donc, un petit rappel sur les revenus qu'on va accepter dans le projet. Donc, les revenus, ça va être le salaire, ça peut être une pension de retraite, ça peut être certaines aides de la CAF quand on a des enfants. Le Pôle emploi, par exemple, n'est pas considéré comme un revenu. Voilà. Au niveau des charges, tout ce qui va être le loyer va être une charge qu'on va retenir, les leasings que vous pouvez avoir, les crédits à la consommation que vous pouvez avoir, et aussi les réserves de crédit qu'on appelle crédit revolving vont être assimilées et intégrées dans votre projet au niveau de vos revenus et de vos charges. Bon, une fois qu'on a vu quels étaient les revenus et les charges, on va regarder finalement la capacité d'emprunt et le taux d'effort, le niveau d'endettement que vous allez avoir dans votre projet. Alors, qu'est-ce que j'appelle niveau d'endettement? On parle de taux d'effort. La norme aujourd'hui est fixée par le régulateur à 35%. Dans certains cas, on peut aller au-delà, mais il faut retenir que principalement, c'est 35% qu'il faut respecter. Je vais vous prendre un exemple assez simple. Si vous gagnez 3 000 euros par mois et que votre crédit pour lequel vous nous sollicitez est de 1 000 euros par mois, on voit bien. En dessous des 35. 1 000 euros, 3 000 euros, ça fait un tiers, ça fait 33%. On est bien en dessous. Donc, quelque part, déjà, on est sur un premier prérequis qui est attendu et qui est respecté. Le deuxième, c'est aujourd'hui, on a tous un niveau de charge avant projet et après projet. Si avant projet, je suis locataire, je paye 500 euros par mois et que demain, l'appartement ou la maison que j'ai vu, que je souhaite acquérir, va me coûter 1 000 euros par mois, là, il y a un vrai point d'attention pour l'emprunteur. C'est comment il va faire pour payer ce saut de charge. Donc, c'est un point d'attention qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut être à l'aise avec ça au niveau de son budget. Se dire, est-ce que je suis prêt demain à payer 500 euros de plus pour mon projet d'acquisition? Alors, s'il avait déjà un loyer à 1 000 euros par mois et qu'il achète à 1 000 euros par mois, quelque part, son budget ne va pas changer. Mais quand il y a un saut de charge, on attire l'attention du client dessus parce que c'est un réel point d'attention pour éviter des difficultés futures. C'est clair. Il y a aussi la composition du foyer, le reste à vivre. Je prends toujours mon exemple de 3 000 euros par mois. Mon emprunteur qui gagne 3 000 euros par mois, s'il est célibataire et donc il paye son crédit 1 000 euros par mois, il va lui rester un reste à vivre de 2 000 euros par mois. On peut imaginer qu'il n'aura pas de difficulté pour s'en sortir. Le même célibataire qui a 2 enfants à charge et qui a le même budget de 2 000 euros par mois, on peut facilement imaginer qu'il va devoir répartir ces 2 000 euros pour son foyer et donc il n'aura pas le même reste à vivre et le même train de vie derrière. Voilà, donc ça, c'est des points d'attention sur lesquels il faut être vigilant et sur lesquels nous, on va tirer le regard du client. Du coup, on a pris l'exemple où j'ai un apport qui était conséquent, mais à l'inverse, j'ai un faible apport, j'ai un budget vraiment ultra serré. Est-ce qu'il y a des aides qui peuvent aider à se lancer dans un projet immobilier, dans la primo-accession? Oui, bien évidemment, il existe plusieurs types d'aides. Donc, il y a le prêt à taux zéro, donc qui est accessible sous conditions de revenus, de ressources, et éligible du coup sur tout le territoire et pour la construction maintenant. C'est nouveau avec la nouvelle loi de finances, tout à fait.
Ensuite, il y a le 1% patronal qui peut financer jusqu'à 30 000 euros. C'est une aide. Donc là, c'est directement les clients qui vont faire les démarches de leur côté. Alors que la partie PTZ est gérée par nous, en fait. Par la banque, C'est d'accord. nous qui montons le dossier, tout à fait. Il y a également la constitution de l'apport. On peut maintenant, avec la loi de finances, on peut donner à sa descendance, donc enfants, petits-enfants, de l'argent dans le cadre d'un achat d'un bien immobilier neuf ou d'une construction, ou alors pour des travaux énergétiques liés au bien. Donc on peut leur Avec donner, une fiscalité avantageuse, du coup. justement, sans fiscalité. Sans fiscalité, Voilà. encore mieux. Tout à fait. En plus déjà des autres dispositifs qui existent déjà. Donc, on peut leur transmettre 100 000 euros par personne et c'est plafonné à 300 000 euros par donataire. C'est-à-dire que, je sais pas moi, les 2 grands-parents donnent 100 000 euros chacun et un des parents 100 000, ça fait 300 000. Et là, ça devient Pour leur projet. un bel apport. Très intéressant, ouais. Du coup, quand on commence à chercher un prêt immobilier, il y a plein d'options, il y a plein de termes compliqués, il y a plein d'offres sur le marché, on ne sait pas trop par où commencer. Enfin, quel est votre conseil pour justement se lancer et par où commencer dans le projet immobilier? Alors, par où commencer? On prend rendez-vous avec son conseiller. Ok. Le conseiller va vous exposer finalement tous les dispositifs mis en place par la banque, des dispositifs incitatifs. Souvent, c'est des prêts à taux avantageux, en fonction du projet qu'on va présenter. Donc voilà, faut pas hésiter à poser toutes ces questions à votre conseiller lors du rendez-vous. D'accord, alors justement, je vais voir mon conseiller. J'ai monté un dossier. Moi, ma première crainte en tant que primo-accédant, c'est de me dire que mon dossier peut être refusé. Alors, comment je fais pour mettre toutes les chances de mon côté? Comment je fais, Jennifer, si je viens te voir avec mon dossier pour être sûr, ou tout du moins que j'ai toutes les chances de mon côté pour que tu me dises oui, ok, je finance ton projet? Alors, il faut faire attention à plusieurs choses. La première, c'est d'avoir des revenus réguliers stables, une situation financière stable, présenter une bonne tenue de compte. Qu'est-ce qu'on appelle une bonne tenue de compte? Et si on voit qu'une personne a régulièrement des frais bancaires et souvent à découvert, on va se poser la question de lui mettre une charge supplémentaire. Est-ce une solution? Une bonne D'accord. solution pour cette personne? Vous Non. regardez ça sur combien de temps? Ça, comme historique, c'est quoi? C'est 1 an, 5 ans, 10 ans? Non, généralement, on garde 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, d'accord. Oui. Donc, il faut faire attention pendant 3 à 6 mois. C'est ça. Revenus réguliers, bonne tenue de compte, il y a d'autres choses à avoir? Bien anticiper le budget global et montrer, comme mon collègue l'a dit précédemment, qu'on peut absorber les frais annexes D'accord. grâce Oui. à l'apport. Et voilà. Ok, et est-ce qu'il y a des risques, des erreurs finalement à éviter dans la constitution de ce dossier ou dans l'échange avec la banque, avec le conseiller ou même dans la recherche de son bien? Alors oui, les erreurs à éviter. Souvent, les primo-accédants n'ont pas nécessairement l'expérience de ce premier achat et de l'engagement qu'ils prennent sur une durée souvent assez longue. Même s'ils vont rester quelques années dedans, on se projette pas, on n'anticipe pas non plus 100% des choses. On va acheter un bien, on va avoir des frais de charge de copropriété, on peut avoir des aléas, des travaux imprévus qui vont arriver. Ces aléas-là, il est important, on parlait de l'apport, alors 10%, c'est pas une règle précise, hein. Souvent c'est moins, des fois c'est plus. On s'adapte finalement au projet, dossier, au projet. Mais le vrai conseil, c'est de pas mettre 100% de son apport dans l'opération. Faut en garder à côté, en réserve, en sécurité, pour pallier à l'imprévu. Maintenant, l'aléa est là. On ne sait pas nécessairement combien on aura d'épargne au moment de l'aléa. La banque prévoit, en tout cas le Crédit Agricole prévoit dans ses offres de prêt un ensemble d'options qu'on appelle les options souplesse. Je vous donne 2 exemples assez simples qui vont permettre de pallier à l'aléa. Par exemple, un emprunteur chez nous, après 1 an de crédit, peut tous les ans, s'il le souhaite, faire une pause d'1 mois sur son crédit. Donc concrètement, s'il part en vacances et qu'il n'a pas envie de payer sa location de vacances et son crédit, il peut mettre son crédit en pause pendant 1 mois et on reportera simplement l'échéance en fin de crédit, par exemple. Ouais, donc du coup, c'est clairement un avantage complémentaire pour pallier le risque. Pour en pallier cas l'aléa, d'imprévu. voilà. Ok. Ou une grosse dépense sur la voiture, où on n'a pas assez de trésorerie pour faire face à cette dépense, au lieu d'être à découvert, est-ce qu'il vaut mieux pas faire une pause d'1 mois sur son crédit? On peut également, une deuxième option, moduler ses échéances de crédit pour augmenter sa capacité de remboursement quand on est en capacité de le faire, ou diminuer sa charge de remboursement sur une période un peu plus compliquée. D'accord. C'est important de bien étudier les offres de prêt, de bien les regarder. En amont, Oui, avec les tout à fait. différentes lignes, les différents Tout à avantages, fait. les différents services qu'il peut y avoir. Donc, soyez OK. Très bien. D'autres erreurs à éviter ou c'est l'erreur principale Comme je le disais, après, toutes les charges de copropriété qu'on n'anticipe pas toujours, hein. Souvent, il y a le crédit,
mais derrière peut avoir un certain niveau de charge à rajouter inhérent à la copropriété, aux taxes foncières. Quand on habite chez papa-maman ou qu'on est locataire, on ne paye pas encore la taxe foncière. Donc il y a aussi, fait partie des surprises qu'on a quand on achète un bien immobilier. Et en tant que conseiller, c'est quelque chose que vous projetez aussi avec le client quand vous le rencontrez pour justement l'aider à se projeter sur toutes ces charges complémentaires qui peuvent arriver et qui permettent de se dire oui, mon reste à vivre est suffisant, etc. Oui. Oui, évidemment. C'est quelque chose que nous, on apprécie dans l'analyse du dossier et qu'on expose au client. Si on voit qu'il y a un point d'attention à ce niveau-là, évidemment qu'on va en informer le client pour dire est-ce que vous avez bien anticipé cette chose-là? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce budget-là? Est-ce que ça concorde à votre train de vie? Ça fait partie, effectivement, de l'analyse que le conseiller et l'échange qu'on va avoir avec le client en rendez-vous. Alors justement, avant qu'on prépare cet échange, j'ai noté des petites questions que vous retrouvez dans la vraie vie quand vous êtes face aux clients, et je me disais que ça pouvait être important justement d'y répondre et de partager un peu ce type de réponse. Première, c'est de se dire, si j'ai pas un CDI, j'ai pas les revenus réguliers pour avoir mon fameux dossier en or, comment ça se passe? Alors, pas d'inquiétude. D'accord. Déjà, il est tout à fait possible de financer une personne qui n'est pas en CDI, donc qui peut être vacataire, qui peut être professionnel, qui peut être en CDD. On va surtout s'assurer de la pérennité des revenus sur les années précédentes. Et on va étudier le dossier, en fait, c'est au cas par cas, c'est une analyse particulière, mais oui, il est tout à fait possible de financer une personne qui n'est pas en CDI. Deuxième question, quand on est après 60 ans, est-ce que je peux encore obtenir un prêt immobilier et est-ce que je peux être aussi primo-accédant après 60 ans? Bien souvent. On a souvent le cas de personnes qui ont été locataires toute leur vie et quand la retraite arrive, on commence à se poser des questions de qu'est-ce qu'on va faire après sa vie professionnelle et ces choses-là. Et donc oui, 60 ans, il n'est pas trop tard pour emprunter. Il est évident qu'on va adapter les propositions de financement aux clients. On va peut-être pas faire sur 25 ans, mais peut-être plus sur 15 ans. On va anticiper les problématiques d'assurance dont on parlait tout à l'heure. Mais oui, à 65 ans, il n'est pas trop tard pour acheter. Il est encore bien, voilà. Troisième question aussi, alors peut-être un peu plus surprenante, mais c'est vrai qu'on est dans la primo-accession, on a beaucoup de jeunes qui viennent vous voir et qui posent la question, mais mes parents peuvent-ils se porter caution? Alors, oui et non. Oui et non. Dans les faits, non. Les parents ne peuvent pas se porter caution en remplacement de la garantie prise par la banque. Après, ça peut être un plus dans un dossier qui peut être apprécié par la banque. Mais dans ces cas-là, le banquier interrogera le client à ce sujet-là. D'accord. C'est plutôt nous qui serons force de proposition en disant effectivement, il peut manquer un petit quelque chose. Ça pourrait venir renforcer le dossier vraiment sur des situations atypiques. Alors justement, chez Crédit Agricole, quelles solutions spécifiques proposez-vous pour accompagner les primo-accédants? Alors, nous avons plusieurs solutions spécifiques, que ce soit dans le neuf ou dans l'ancien, pour accompagner tous nos clients et nos primo-accédants, avec des taux très intéressants, très bas, voire même à 0%. Mais pour cela, je vous invite à venir nous voir. D'accord, donc un accompagnement de A à Z, comme vous l'avez dit et comme tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire que ça dépend du dossier, ça dépend du projet de vie, et donc le plus simple, c'est de s'approcher de son conseiller pour construire un dossier qui soit en béton et pérenne. Très bien, je pense qu'on a fait le tour des questions dans cet épisode, à moins que vous ayez des éléments à rajouter. Sinon, moi je vous poserai quand même une question, c'est si vous aviez un seul conseil à donner, lequel serait-il? Bien se préparer. Bien se préparer. Et surtout anticiper son projet. D'accord. Anticiper et bien se faire accompagner, c'est important. Très bien. Merci Jennifer. Venez nous voir. Alan. Merci Alan. J'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Comme l'a dit Alan, comme l'a dit Jennifer, n'hésitez pas à aller voir un conseiller du Crédit Agricole pour construire votre projet. Et dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de bonheur dans votre projet immobilier. Merci à tous.